Imaginez ceci. Il est 2 heures du matin. La maison est silencieuse, tout le monde dort. Vous vous retournez dans votre lit, légèrement agité, peut-être un peu chaud, peut-être un peu soif. Vous ne le savez pas, mais à ce moment précis, quelque chose se passe dans votre cerveau. Pas de douleur. Pas de signal d'alarme. Rien. Et pourtant, de minuscules vaisseaux sanguins sont en train de subir une pression inhabituelle. Une petite artère, quelque part dans les profondeurs de votre cerveau, est silencieusement en difficulté. Le lendemain matin, vous vous réveillez. Vous vous sentez peut-être un peu fatigué, légèrement étourdi, ou tout à fait normal. Vous prenez votre café, vous lisez votre journal, et vous continuez votre journée sans imaginer une seule seconde ce qui vient de se passer pendant votre sommeil. C'est ce que les médecins appellent un AVC silencieux. Et ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que certaines habitudes très courantes que des millions de personnes âgées de plus de 60 ans pratiquent chaque nuit, sans même s'en rendre compte, peuvent augmenter considérablement le risque que cela se produise. Aujourd'hui, nous allons parler de ces habitudes nocturnes. Nous allons les examiner une par une, expliquer ce qu'elles font à votre corps pendant que vous dormez, et surtout, nous allons voir comment de simples ajustements peuvent protéger votre cerveau, votre cœur et votre santé globale pour les années à venir. Ce que vous apprendrez dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer la façon dont vous dormez ce soir. Je suis médecin depuis plus de 30 ans, et une grande partie de ma carrière a été consacrée à accompagner des hommes et des femmes de plus de 60 ans dans leur parcours de santé. Au fil des années, j'ai observé des tendances remarquables. J'ai vu des patients en parfaite santé apparente développer des problèmes cérébraux graves. Et dans la plupart des cas, en creusant davantage, nous découvrons que certaines habitudes nocturnes, souvent banalisées, jouaient un rôle important. Après 60 ans, le corps ne fonctionne plus tout à fait de la même façon qu'à 40 ans. Ce n'est pas une catastrophe, c'est simplement la biologie. Mais cela signifie que certains comportements qui semblaient inoffensifs à un âge plus jeune peuvent devenir véritablement risqués en vieillissant. Le cerveau, en particulier, devient plus vulnérable. La circulation sanguine se modifie. Les vaisseaux perdent progressivement leur élasticité. Et la nuit, lorsque le corps est censé se régénérer, il peut au contraire être mis à rude épreuve si certaines conditions ne sont pas réunies. Un AVC silencieux, appelé infarctus cérébral lacunaire dans le langage médical, est une interruption brève et souvent imperceptible du flux sanguin vers une partie du cerveau. Contrairement à un AVC classique, il ne provoque pas de paralysie soudaine ni de perte de parole immédiate. La personne continue sa vie, mais les dommages sont bien réels. Ces micro-AVC peuvent s'accumuler avec le temps et provoquer des troubles de la mémoire, des changements de personnalité, une fatigue chronique, et augmenter significativement le risque d'un AVC majeur dans les années suivantes. C'est pour cela qu'il est si important d'en parler, même quand on ne ressent rien de particulier. Commençons par la première habitude nocturne qui mérite une attention sérieuse, dormir dans une pièce trop chaude. Beaucoup de personnes âgées, par habitude ou par confort, maintiennent leur chambre à une température élevée pendant la nuit. Certains gardent le chauffage allumé, d'autres s'enroulent dans de nombreuses couvertures, pensant que la chaleur est synonyme de bien-être. Mais ce que nous savons aujourd'hui est très différent. Une chambre surchauffée, à plus de 20 degrés Celsius, perturbe profondément la régulation thermique du corps pendant le sommeil. La nuit, le corps doit naturellement abaisser sa température interne pour entrer dans les phases de sommeil profond. Ce mécanisme est essentiel pour la récupération cérébrale. Lorsque l'environnement est trop chaud, le corps ne parvient pas à effectuer cette descente en température de manière optimale. La transpiration augmente, ce qui entraîne une perte hydrique importante. Et chez une personne de plus de 60 ans, dont la capacité de régulation hydrique est déjà diminuée, cela peut provoquer une déshydratation nocturne significative. La déshydratation, même modérée, épaissit le sang. Et un sang plus épais circule moins facilement dans les petits vaisseaux du cerveau. C'est exactement la condition qui favorise la formation de microcaillots et, par conséquent, des AVC silencieux. J'ai suivi pendant plusieurs années un patient, appelons-le André, 67 ans, retraité, en bonne santé générale. Il se plaignait d'une fatigue inexpliquée et de petits oublis. En analysant son hygiène de vie en détail, nous avons découvert qu'il dormait dans une chambre maintenue à 23 degrés, avec une couette très épaisse. Il ne buvait presque jamais d'eau après 19 heures, par crainte de se lever la nuit. Une analyse de sa circulation cérébrale a révélé des signes précoces de micro-lésions vasculaires. En abaissant simplement la température de sa chambre, en ajustant sa literie et en établissant un protocole d'hydratation,
ses symptômes se sont améliorés sensiblement en quelques mois. La recommandation médicale est claire, la température idéale pour dormir se situe entre 18 et 19 degrés. Cette plage de température facilite la descente thermique naturelle du corps, améliore la qualité des phases de sommeil profond, et maintient une bonne fluidité sanguine pendant la nuit. La deuxième habitude nocturne dont nous devons parler est la consommation d'alcool le soir, même en petite quantité. Dans de nombreuses cultures, un verre de vin au dîner est perçu comme une habitude saine, voire bénéfique. Et pendant longtemps, certaines études semblaient soutenir cette idée. Mais les données scientifiques les plus récentes racontent une histoire beaucoup plus nuancée, surtout pour les personnes de plus de 60 ans. Voici ce qui se passe réellement. L'alcool, même en faible quantité, perturbe l'architecture du sommeil. Il peut aider à s'endormir plus vite dans un premier temps, mais il fragmente les phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal, qui sont précisément les phases où le cerveau effectue son nettoyage nocturne. Le cerveau possède un système d'élimination des déchets appelé le système glymphatique, qui fonctionne principalement pendant le sommeil profond. Ce système élimine des protéines toxiques et des résidus métaboliques qui, s'ils s'accumulent, peuvent endommager les neurones et les vaisseaux cérébraux. De plus, l'alcool est un vasodilatateur dans un premier temps, mais provoque un effet de rebond vasoconstricteur dans la deuxième partie de la nuit. Cette alternance de dilatation et de constriction des vaisseaux sanguins crée une instabilité de la pression artérielle qui est particulièrement néfaste pour les petites artères cérébrales. Une de mes patientes, Marguerite, 64 ans, avait pris l'habitude de prendre un verre de vin rouge chaque soir avec son mari depuis des décennies. Elle dormait bien, pensait-elle. Mais lorsque nous avons effectué une analyse approfondie de son sommeil, les résultats étaient révélateurs. Ses phases de sommeil profond étaient presque inexistantes. Elle se réveillait fréquemment sans s'en souvenir. Et sa pression artérielle nocturne montrait des variations importantes. En supprimant l'alcool du soir pendant 2 mois, la qualité de son sommeil s'est transformée de manière spectaculaire, et ses marqueurs vasculaires se sont normalisés. La recommandation est donc d'éviter toute consommation d'alcool dans les 3 heures précédant le coucher. Si vous souhaitez consommer une boisson alcoolisée occasionnellement, faites-le en début de soirée, accompagné d'un repas, et compensez avec une bonne hydratation en eau. La troisième habitude nocturne est peut-être la plus répandue et la plus sous-estimée, l'utilisation des écrans le soir, en particulier les téléphones et les tablettes dans le lit. Après 60 ans, le système hormonal subit des changements importants. La production de mélatonine, l'hormone du sommeil, diminue naturellement avec l'âge. Chez un adulte de 65 ans, les niveaux de mélatonine peuvent être 2 à 3 fois inférieurs à ceux d'un adulte de 30 ans. Cette baisse naturelle rend le sommeil plus fragile, moins profond, et plus sensible aux perturbations extérieures. La lumière bleue émise par les écrans de téléphone et de tablette est directement captée par la rétine et transmise à une petite glande dans le cerveau appelée l'épiphyse, ou glande pinéale, qui est responsable de la production de mélatonine. Cette lumière envoie au cerveau un signal trompeur lui indiquant qu'il fait encore jour, ce qui bloque ou retarde massivement la sécrétion de mélatonine. Mais l'impact ne s'arrête pas là. La stimulation mentale provoquée par les réseaux sociaux, les nouvelles, les vidéos ou même les jeux maintient le cerveau dans un état d'éveil émotionnel et cognitif qui est exactement l'opposé de l'état de calme nécessaire à l'endormissement. Chez les personnes âgées, le retour au calme après une stimulation est plus lent qu'à un âge jeune. Le cerveau met plus de temps à descendre en mode repos. Ce manque de mélatonine et ce retard d'endormissement ne sont pas sans conséquences vasculaires. La mélatonine n'est pas seulement une hormone du sommeil, elle possède également des propriétés anti-inflammatoires et protectrices pour les vaisseaux sanguins. Une carence en mélatonine est associée à une augmentation de l'inflammation vasculaire et à une élévation de la pression artérielle nocturne. Un de mes patients, Robert, 62 ans, avait l'habitude de regarder son téléphone au lit jusqu'à minuit tous les soirs. Il se plaignait de se réveiller systématiquement à 3 ou 4 heures du matin et de ne plus pouvoir se rendormir. Cette insomnie de fin de nuit est typique d'un dérèglement de la mélatonine. Après avoir instauré une règle simple d'arrêt complet des écrans à 21 heures et d'introduction d'une routine de lecture calme, son sommeil s'est régularisé en moins de 3 semaines. La recommandation est d'arrêter tous les écrans au moins 1h30 avant le coucher. Remplacez-les par des activités apaisantes, la lecture d'un livre papier, l'écoute d'une musique douce, ou une conversation tranquille avec un proche. Parlons maintenant de la 4e habitude nocturne, sauter le dîner ou manger très peu le soir par crainte de grossir ou d'avoir des problèmes digestifs. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont adopté cette habitude en pensant bien faire.
Et si manger trop lourd le soir est effectivement à éviter, sauter le dîner ou n'absorber qu'une quantité infime de nourriture crée un autre problème sérieux, l'hypoglycémie nocturne. Pendant la nuit, le cerveau continue de consommer du glucose. Il n'a pas de réserve propre et dépend entièrement de la glycémie circulante. Lorsque le taux de sucre dans le sang descend trop bas pendant la nuit, le corps déclenche une réponse de stress. Il libère de l'adrénaline et du cortisol pour stimuler la production de glucose par le foie. Cette montée d'hormones de stress provoque une élévation brutale de la pression artérielle, une accélération du rythme cardiaque et une constriction des petits vaisseaux cérébraux. Après 60 ans, la régulation de la glycémie devient moins efficace. Le pancréas répond moins rapidement, et la tolérance aux variations glycémiques nocturnes diminue. Ces épisodes d'hypoglycémie nocturne passent souvent totalement inaperçus, mais leurs effets vasculaires peuvent s'accumuler sur des mois et des années. Jeanne, 69 ans, était convaincue que ne rien manger après 18 heures était la meilleure chose pour sa santé. Elle se réveillait souvent en sueur, avec des palpitations, mais attribuait cela à la ménopause tardive. Après exploration, nous avons découvert des épisodes réguliers d'hypoglycémie nocturne. En introduisant une collation légère mais équilibrée le soir, comme un yaourt avec quelques noix ou une tartine de pain complet avec un peu de fromage, ces épisodes ont totalement disparu et son sommeil est devenu beaucoup plus stable. La recommandation est de prendre un dîner léger mais complet, idéalement 2 à 3 heures avant le coucher, incluant des protéines légères, des glucides complexes à digestion lente et des légumes. Si vous avez tendance à vous réveiller en sueur ou avec le cœur qui bat fort la nuit, parlez-en à votre médecin. La 5e habitude nocturne concerne quelque chose que beaucoup de gens font sans y penser, dormir sur le dos avec plusieurs oreillers épais sous la tête, dans une position qui crée une flexion importante du cou. La position de sommeil a un impact direct sur la circulation sanguine vers le cerveau. Le cerveau est irrigué en grande partie par 2 artères majeures qui passent par les côtés du cou, les artères carotides, ainsi que 2 artères situées dans la colonne cervicale, les artères vertébrales. Lorsque le cou est maintenu dans une position de flexion excessive pendant des heures, comme c'est le cas lorsqu'on dort avec trop d'oreillers sous la tête, ces artères peuvent être partiellement comprimées ou étirées, ce qui réduit le débit sanguin vers certaines zones du cerveau. Chez une personne jeune et dont les artères sont souples et élastiques, cela ne pose généralement pas de problème majeur. Mais après 60 ans, avec des artères qui ont perdu une partie de leur souplesse naturelle et qui peuvent déjà présenter des plaques d'athérosclérose, même une compression modérée peut créer des zones de turbulence sanguine propices à la formation de petits caillots. De plus, certaines personnes âgées souffrent de ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, une baisse de pression artérielle lors des changements de position. La façon dont le cou est positionné pendant la nuit peut aggraver cette instabilité de la pression et créer des variations préjudiciables pour la circulation cérébrale. Un de mes patients, Georges, 66 ans, dormait systématiquement sur 3 oreillers car il souffrait de reflux gastrique. Il se plaignait de maux de tête matinaux et d'une sensation de brouillard mental au réveil. Après examen, nous avons vu que sa position de sommeil créait une compression notable des artères cervicales. En introduisant un oreiller cervical anatomique et en surélevant légèrement la tête du lit plutôt que d'empiler des oreillers, ses symptômes matinaux ont largement diminué en quelques semaines. La recommandation est d'utiliser un oreiller de hauteur adapté à votre morphologie, ni trop haut ni trop plat, qui maintient la colonne cervicale dans un alignement naturel. Si vous souffrez de reflux, il vaut mieux surélever la tête du lit entier de quelques centimètres plutôt que d'empiler des oreillers. La 6e habitude que j'aborde régulièrement avec mes patients est la prise de certains médicaments ou suppléments juste avant le coucher, sans avoir consulté un médecin sur le moment optimal de leur prise. Certains médicaments couramment prescrits aux personnes de plus de 60 ans peuvent, lorsqu'ils sont pris au mauvais moment de la journée, créer des effets indésirables nocturnes sérieux sur la circulation cérébrale. Les médicaments antihypertenseurs, par exemple, pris le soir chez des personnes qui ont naturellement une pression artérielle basse pendant la nuit, peuvent provoquer une hypotension nocturne profonde. Cette chute de pression pendant le sommeil réduit le débit sanguin vers le cerveau et favorise précisément les AVC silencieux. Le corps humain suit un rythme circadien très précis. La pression artérielle est naturellement plus basse la nuit et remonte progressivement dans les premières heures du matin. Chez certaines personnes, en particulier celles qui prennent plusieurs médicaments, cette variation peut être exagérée. Les médecins appellent cela le phénomène des dippers excessifs, des personnes dont la pression nocturne descend de plus de 20% par rapport à leur pression diurne. Ces individus ont un risque significativement plus élevé d'AVC silencieux.
Il en est de même pour certains somnifères ou anxiolytiques qui modifient la qualité du sommeil et peuvent affecter indirectement la régulation vasculaire nocturne. Et de nombreux compléments alimentaires, même naturels, comme le magnésium en forte dose, certaines plantes vasodilatatrices ou les oméga-3 en excès, peuvent interagir avec la circulation sanguine nocturne de façon imprévisible. Ma patiente Thérèse, 68 ans, prenait ses médicaments pour la tension chaque soir avant de dormir, parce que son médecin lui avait simplement prescrit une dose quotidienne sans préciser l'heure. Lors d'un suivi approfondi, nous avons mesuré sa pression artérielle en continu sur 24 heures et découvert qu'elle descendait à des niveaux dangereux vers 3 heures du matin. En déplaçant sa prise de médicaments au matin, la situation s'est normalisée. La recommandation est de demander explicitement à votre médecin le meilleur moment pour prendre chacun de vos médicaments et suppléments, et de mentionner tout symptôme nocturne inhabituel. Une surveillance ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures peut être un outil précieux pour identifier ces déséquilibres. Maintenant que nous avons examiné ces habitudes une par une, je souhaite vous expliquer quelque chose de plus profond. Pourquoi la nuit est-elle devenue une période aussi critique pour la santé cérébrale après 60 ans? Il y a plusieurs décennies, les médecins pensaient que le sommeil était simplement une période de repos passif. Nous savons aujourd'hui que c'est exactement le contraire. La nuit est un moment d'activité biologique intense et de réparation active. Le cerveau, en particulier, effectue pendant le sommeil une série de tâches vitales qui ne peuvent pas se réaliser pendant les heures d'éveil. Le système lymphatique, que j'ai mentionné plus tôt, est particulièrement actif pendant le sommeil profond. Ce réseau de canaux microscopiques qui entoure les vaisseaux sanguins cérébraux pompe le liquide céphalorachidien à travers le tissu cérébral, éliminant les déchets métaboliques et les protéines toxiques comme la bêta-amyloïde, associée à la maladie d'Alzheimer. Ce nettoyage nocturne est l'une des fonctions les plus importantes du cerveau vieillissant. Mais ce système n'est efficace que pendant les phases de sommeil profond. Et presque toutes les habitudes que nous avons évoquées aujourd'hui ont en commun de réduire ou d'éliminer ces phases précieuses de sommeil profond. La chambre trop chaude, l'alcool du soir, les écrans, le dîner sauté, la mauvaise position cervicale, les médicaments mal synchronisés, tous ces facteurs fragmentent l'architecture du sommeil et privent le cerveau de ses heures de nettoyage et de réparation. En vieillissant, les artères cérébrales perdent progressivement leur élasticité. Elles deviennent moins capables de s'adapter aux variations de pression et de débit. Les petites artères perforantes, qui irriguent les zones profondes du cerveau, sont particulièrement vulnérables. Ce sont précisément ces artères qui sont impliquées dans les AVC silencieux. Elles ne peuvent pas se permettre les contraintes supplémentaires créées par des nuits mal gérées. De plus, l'inflammation systémique augmente naturellement avec l'âge, un phénomène que les chercheurs appellent l'inflammaging. Cette inflammation chronique de bas niveau fragilise les parois des vaisseaux sanguins et augmente la tendance du sang à former des caillots. Les habitudes nocturnes que nous avons décrites amplifient ce processus inflammatoire plutôt que de le contrecarrer. Le système nerveux autonome, qui régule la pression artérielle, le rythme cardiaque et la circulation sanguine, est également moins stable après 60 ans. Il répond moins rapidement et moins précisément aux changements de position, aux variations de température et aux fluctuations glycémiques nocturnes. Cette instabilité rend le cerveau plus sensible à chaque perturbation de la nuit. La bonne nouvelle, et je veux vraiment insister sur ce point, est que le cerveau et le système vasculaire conservent une capacité remarquable d'adaptation et de récupération bien au-delà de 60 ans. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions et à compenser les zones endommagées, reste active tout au long de la vie. Des études ont montré que des améliorations significatives de la santé cérébrale peuvent être obtenues en quelques semaines ou mois avec les bons changements de mode de vie. Résumons donc ce que nous avons appris aujourd'hui, et ce que vous pouvez commencer à mettre en pratique dès ce soir. Premièrement, la température de votre chambre à coucher est une variable de santé à part entière. Maintenez-la entre 18 et 19 degrés pour faciliter le sommeil profond et préserver la fluidité de votre sang pendant la nuit. Deuxièmement, l'alcool en soirée, même en petite quantité, perturbe l'architecture du sommeil, dérègle la régulation vasculaire nocturne et prive votre cerveau d'un nettoyage efficace. Évitez toute boisson alcoolisée dans les 3 heures précédant le coucher. Troisièmement, les écrans en soirée bloquent la mélatonine et maintiennent votre cerveau dans un état d'éveil artificiel. Instaurez une coupure numérique au moins 1h30 avant de vous coucher et remplacez ce temps par une activité calme et apaisante. Quatrièmement, un dîner trop léger ou inexistant peut provoquer des épisodes d'hypoglycémie nocturne qui créent des perturbations vasculaires significatives.
Mangez un repas léger mais complet en début de soirée pour maintenir une glycémie stable pendant la nuit. Cinquièmement, votre position de sommeil et la hauteur de vos oreillers influencent directement la circulation sanguine vers votre cerveau. Choisissez un oreiller adapté qui maintient votre cou dans un alignement naturel et ne crée pas de flexion excessive. Sixièmement, la prise de médicaments au mauvais moment peut créer une hypotension nocturne dangereuse pour vos artères cérébrales. Parlez avec votre médecin du moment optimal pour chacun de vos traitements et mentionnez tout symptôme inhabituel pendant la nuit. Ces 6 points peuvent sembler simples, et pourtant leur impact cumulé sur la santé cérébrale à long terme est considérable. Ce ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des recommandations fondées sur des années de pratique clinique et sur une littérature scientifique solide. Et elles sont accessibles à tous, sans médicaments supplémentaires, sans régime contraignant, et sans bouleverser votre mode de vie. Je veux terminer avec un message qui me tient sincèrement à cœur. Vous avez peut-être 60 ans, 65 ans, 70 ans ou davantage. Et vous vous demandez peut-être si les choix que vous faites maintenant peuvent encore vraiment faire une différence. La réponse est absolument oui. Le cerveau n'abandonne pas. Le corps ne renonce pas. Chaque nuit que vous passez bien est une nuit où votre cerveau se répare, nettoie ses déchets, consolide ses connexions et renforce ses défenses. Chaque habitude nocturne que vous améliorez est un cadeau que vous vous faites, non seulement pour demain matin, mais pour les 10 ou 20 prochaines années. J'ai vu des hommes et des femmes de 75 ans transformer leur santé en modifiant simplement leur environnement de sommeil et leur routine du soir. J'ai vu des mémoires s'améliorer, des énergies revenir, des angoisses nocturnes disparaître. Non pas grâce à des traitements révolutionnaires, mais grâce à des ajustements simples et constants. Votre indépendance, votre vitalité, votre clarté mentale demain commence cette nuit. Prenez soin de vos nuits avec la même attention que vous prenez soin de vos journées. Votre cerveau vous en sera profondément reconnaissant.